Salut Quentin, Salut Jérém. ça va? Ouais, t'as la forme? Bien sûr que non, tu le sais très bien. Ouais, c'est juste pour le chose qu'on en parlait un peu avant. Je sais que t'es cassé dans tous les sens. Je suis cassé dans tous les sens parce que hier j'ai passé ma première ceinture de Krav Maga, comme tu le sais très bien. Ouais. Et l'examen a duré de 19h à quasiment 23h, en finissant par un combat léger, par du shadowboxing. Donc autant dire que le corps, niveau température, il avoisinait les 100 degrés, je pense. Avec ça, tu rajoutes le cortisol qui est super élevé, donc j'ai pas réussi à dormir avant les minuit et demi. Et après les enfants à 6h30, donc La base. ça pique un peu, La ça base. pique un peu. Mais ça va aller mieux d'ici quelques jours, le temps que je m'en remette. Quand on vieillit, c'est comme ça. C'est normal, mais c'est fou, à partir de 30 ans, même en prenant soin de ton corps, tu sens vraiment que c'est le gap. Tu sens la différence. Mais en plus, Ouais, ce ouais. soir, j'ai un restaurant et après-demain, j'ai la belle famille à la maison. Donc, j'aurai pas de nuit vraiment complète. De grosso modo coucher 10h, 10h30 avant dimanche soir. Ouais, Sachant qu'on tourne vendredi. ouais. Ça va piquer. Ouais, ouais. Non, non, mais tu vois, je comprends. Là, nous, la petite, elle a la varicelle depuis ce matin. Je te l'ai pas dit, tiens, d'ailleurs. Cool. Et en fait, tu vois, ça fait 4 jours. Alors, on sait que depuis la semaine dernière, il y avait une épidémie. Mais ça fait 4 jours, elle se couche à 22h, elle se lève à 6h. Mais elle a pas de fièvre, elle était mais hyper excitée. On se demandait ce qu'elle avait. En fait, ce matin, elle se réveille, bouton un peu partout, là dans Hmm. le dos, et je me dis, bon, bah voilà, en fait, c'est ça. Elle a pas de fièvre, ça la gratte pas spécialement, mais en fait, elle était en train de couvrir un truc. Nathan, ça l'avait ravagé à l'époque, hein. Il a encore des marques. Ouais, Il bah, a une marque dans le dos. là, tu vois, elle se gratte pas, donc je la briefe, Hmm. en lui disant, ah, tu frottes bien avec la paume de ta main, parce que moi, je sais que j'ai une cicatrice là, j'en ai une là, je crois, Ah, toi aussi, du coup, ok. parce que je m'étais ravagé quand j'étais petit. Mais elle, bon, pour l'instant, c'est quelques boutons, on verra ce soir, mais par Ouais. contre, elle est dégoûtée, parce qu'on lui a dit, bah, ça veut dire pas de piscine ce week-end. Et forcément. Forcément. Et sinon, on s'est enfin vu en vrai. Ouais, Toi et moi. la Après semaine 3 ans dernière à Lyon. d'échange, j'ai failli dire quasi quotidien, mais non, quotidien. Tout simplement, sur Lyon avec Mathieu Desroches. Ouais. Très sympa. Petit restaurant, petit kombucha. Qu'on lui a fait Donc, découvrir, d'ailleurs, j'étais, qu'on lui a j'étais fait très étonné découvrir, qu'il ouais. connaisse pas. Après, il en a parlé à sa compagne en plus, quand je les ai raccompagnés tous les deux. Ah ouais? J'ai trouvé une super boisson et tout. Ouais, tu vois, quand on en parle, moi j'ai mon kombucha matinal. Je n'ai que de l'eau, malheureusement. Et sinon, je voulais dédier cet épisode à un pote à moi qui va devenir papa preneur d'ici quelques heures, je pense, s'il ne l'est pas Oh, encore. trop bien. À savoir Sébastien, un fidèle auditeur. Donc, dédicace. Donc là, je sais pas où il en est, j'ai pas le message, rien, j'attends un peu les nouvelles. Sois fort. La vie Sois va fort, changer, Sébastien. Sébastien, c'est le début. C'est le début de la fin. Une nouvelle aventure. Ouais, Et du coup, on pourra te recevoir sur le podcast d'ici quelques mois pour échanger un peu avec toi par rapport à cette nouvelle vie. faire un petit débrief, ouais. C'est ça. La thématique du jour, que j'ai voulu garder secrète Vas-y, je pour te t'écoute. faire la surprise, si on parlait sexualité, Allez, on n'en parle jamais, hein. c'est Sexualité vrai. après l'accouchement Ouais. et avec des enfants. Et du coup, absence de spontanéité. Ça, ça c'est vrai que c'est un super gros sujet. C'est un très gros sujet hein, auquel on n'est pas prêt quand... En fait, on n'y pense pas une seule seconde. On pense à l'enfant, on pense à la logistique, on pense à tout. Mais on pense pas à comment ça va se passer dans l'intimité quand un enfant dort à côté. Quand Ouais, il est là l'après-midi. Il est là le ouais. week-end. Vas-y, tu veux réagir, j'ai l'impression. J'ai un petit décalage sur la vidéo en fait, donc ça me, Ok. ça, ça- ça me perturbe. Mais non, non, tu vois, en fait, ça me fait grave réfléchir parce que nous, avec Apolline, quand on a eu Emilia, ça faisait déjà 9 ou 10 ans qu'on était ensemble. Mhm. Donc tu vois, en fait, tu as déjà tes habitudes, tu as vécu longtemps à deux, et c'est vrai que ce truc, ça a été... Alors c'est pas, je vais pas dire que c'était perturbant parce que en fait, t'es dans le jus, mais effectivement, les premières fois où tu dois te dire, limite, tu Mhm. dois prendre rendez-vous pour te dire les premiers vendredis du mois de machin, de trucs et tout, on donne la petite et puis machin. Ça fait super bizarre. Mhm. Quand t'as l'habitude de dire, bah tiens, je fais juste quand j'ai envie, là, tu peux plus. Ouais. Et même des fois où tu te dis, tiens, la petite dort ou le petit dort, on peut enfin prendre un peu de temps, et tu te lances, et tu dis, eh merde. Et c'est des trucs auxquels t'es pas du tout habitué. Et c'est un super sujet que t'es en train de lancer là, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est super compliqué. Et puis aussi, on a tendance au début à faire passer son couple après l'enfant. Alors que ça reste quand même nécessaire. Rien que les instants ensemble. Ne serait-ce que Ouais. les câlins. Les moments d'intimité, même sans parler de sexualité, vraiment sexualité. Quand l'enfant est là, ça devient de plus en plus compliqué, effectivement, encore plus qu'en entrepreneur, parce qu'on veut saisir ces moments-là pour travailler, pour avancer, pour évoluer. Mais du coup, quid du couple?
Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se séparent après la naissance d'un enfant. Parce que très souvent, le couple peut être relégué au second plan, malheureusement. C'est très juste ce que tu dis. Tu vois, ça me fait rire. Ça me fait. Non, c'est pas drôle, mais ça me fait sourire parce qu'en fait, quand j'avais pas d'enfant, le nombre de couples que je voyais avec une maman célibataire ou un papa célibataire qui te disent ouais, là, on s'est séparé avec mon mec, on s'est séparé avec ma femme, on a une petite ou un petit de 7, 8 mois, un an et demi. Et tu te dis, quand t'as pas d'enfant, tu te dis, mais comment c'est possible? Mm. Comment tu peux te séparer 8 mois après? C'est que le couple était pas assez solide. Et en fait, quand ça t'arrive, tu dis, ouais, en fait, si, c'est tout à fait possible. C'est tellement. Alors, c'est pas pour te déprimer, Sébastien, parce qu'on sait que tu vas écouter l'épisode. Mais justement, c'est des conseils. Mais c'est c'est tellement un raz-de-marée. Et effectivement, tu vois, tu es dans le rush, d'autant plus quand tu es entrepreneur à côté. Tu as envie d'être partout. Et au final, tu te rends compte que tu es nulle part. Tu as tous tes repères qui sont totalement remis à plat. Mm. Et tu as entièrement raison, Jérôme, en disant ça. C'est que tu as tendance à dire c'est le bébé d'abord. Mais sauf que émotionnellement, le bébé, il ira bien si le couple va bien. Oui. Et ça, tu vois, on n'avait pas tout de suite percuté. En fait, si intellectuellement, tu le comprends, mais dans ton comportement, dans la manière dont tu interagis avec lui, avec ta femme ou avec ton mec au quotidien, c'est pas exactement pareil, c'est pas intuitif. C'est tellement, en fait, tu changes tellement tous tes repères que ouais, ce côté intuitif, tu l'as pas, parce que t'es habitué à fonctionner à deux. Et là, t'as un petit truc, petit machin qui est dépendant de toi et qui coupe, casse en fait toutes tes habitudes. On avait parlé des habitudes liées à la performance, tu vois, tu te lèves tôt, tu fais du sport, tu machin, Mm. c'est dur. Mais t'as entièrement raison de parler de ça. Le couple est hyper important, ça doit être le principal focus. C'est la raison pour laquelle, avec Aurélie, très souvent, le soir, quand les enfants sont couchés, on part marcher. Hmm. On marche qu'un kilomètre, ça prend 5-6 minutes. On prend un téléphone qui est à la maison, un dans la poche, en mode haut-parleur. Mais au moins, on est que tous les deux. Et en plus, t'es pas à la maison. Parce que l'autre élément également sur lequel on peut vraiment digresser, je pense, c'est le fait que lorsqu'on a des enfants, on passe notre temps à ranger la maison. Littéralement. Donc, si ta journée se résume à le petit se réveille le matin ou la petite, je m'en occupe, je bosse, je vois pas ma compagne. Au pire, elle l'allaite en plus. Donc, il y a moins cette notion de Hmm. sexualisation de la poitrine. C'est bête, mais ça joue aussi. Le corps n'est pas le même. Du moins, l'appropriation du corps n'est pas le même. Après, tu rentres le soir. Je sais pas, le repas, douche, histoire, coucher. Après, tu ranges la maison. Il est 22 heures. T'es lessivé. Tu n'as rien fait et tu passes pas de temps ensemble. T'as un temps de présence, mais Hmm. t'as pas de temps vraiment d'intimité, de relation, d'échange, de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, tous les soirs, c'est systématique, on part marcher. Parce que tu coupes de la maison, tu coupes du bruit aussi de la maison. C'est bête, mais tu changes d'environnement, c'est important. Hmm. Tu te dis, en fait, voilà, vraiment, là, c'est notre instant à nous, c'est le sas de décompression, on peut parler de la journée, de nous, de ce qu'on a fait, des enfants, de tout et rien, mais vraiment, en étant tranquille et serein, avec un bruit de la nature qui est derrière, en marchant, donc activité physique, et vraiment que toi et moi. Hmm. Et c'est vraiment important, je pense, d'avoir ce sas de décompression, on va dire, au quotidien. Je sais pas à ton niveau comment tu fais Capoline, si t'as un sas similaire ou non, mais comment tu gères, toi, justement, cette notion de, ok, maintenant, Emilia est couchée, comment on se retrouve? Nous, on va pas marcher parce que malheureusement, la porte d'entrée de la chambre est juste en face de la porte d'entrée de l'appart. Ok. Et elle a un sommet très léger, Emilia. Mais pour le coup, tu vois, souvent, on va sur la terrasse. On Mhm. va, on va se mettre dans les fauteuils ou sur le canapé sur la terrasse. On est à la fraîche, on discute un peu et on décompresse. C'est vrai qu'en ce moment, tu vois, c'est difficile parce que, comme je te disais, elle se couche tard. Et en fait, tu la mets au lit à 20h30, 20h45. Et pendant 1 heure, elle dort pas et elle t'appelle et machin. Et en fait, donc nous, on reste à l'intérieur. On est dans le salon, on parle, mais t'es coupé toutes les 5 minutes et c'est vrai que c'est hyper agaçant. C'est vrai que c'est bien d'aller marcher. Mhm. Complètement. Et sinon, donc, t'es tombé également dans cette notion de on prend rendez-vous, on note son agenda, là, c'est l'heure des câlins. Il faut réapprendre vraiment à se retrouver, quoi. Hmm. T'as plus ce côté spontanéité, etc. Je te prends dans les bras, on s'embrasse et go, quoi, ça devient naturel. Ouais. Là, c'est bizarre, quoi. Ok, je t'attends dans la chambre, à ton tour, tu arrives, ok, on commence. Et c'est vrai Hmm. que vraiment, on réapprend l'intimité dans le couple quand on a un enfant. Et je pense qu'on la réapprend quand les enfants partent de la maison, au final. Ouais, complètement. Alors tu vois, nous, on l'a fait, puis on l'a pas tenu longtemps.
parce qu'on n'était pas du tout à l'aise avec ça. Mm. Euh, Par contre, tu vois, il y a un truc qu'on a remis il y a 1 an, c'est que quoi qu'il se passe, alors des fois, effectivement, la petite, elle nous prend. Non, mais là ce matin, elle était insupportable, hein. Donc t'es pas dedans. Puis Apolline a une bronchite, donc elle a fini la nuit sur le canapé. Mais, euh, mais tu vois, c'est de se dire, la première chose qu'on fait en se levant, c'est au moins 30 secondes où on se prend dans les bras. Mm. Et le soir, on se couchait, idem. C'est hyper important parce que c'est des choses que tu fais assez naturellement quand t'es à deux. Mm. Et quand t'as un enfant, en fait, dès que tu te réveilles, souvent il est réveillé avant toi, c'est lui qui te réveille, et hop, t'es dans le tunnel. Et le soir, t'es dans le tunnel pendant les 2 heures avant d'aller se coucher. Le fameux, tu fais bain, repas, histoire, pipi, brossage de dents, dodo. Et en fait, quand c'est tombé, c'est la fin de la journée, t'as déjà eu ta journée de taf derrière, t'es rincé, quoi. Mm. Et nous, on a mis ces petits trucs de se dire, c'est minimum 30 secondes le matin, minimum 30 secondes le soir. Pourquoi 30 secondes? Parce que bah, c'est con, mais les études montrent que à partir de 30 secondes, tu sécrètes suffisamment d'oxytocine et de sérotonine euh, lié au fait de faire un câlin. Mm. Et ça peut paraître un peu le truc pragmatico-pragmatique dit comme ça, mais en fait, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as dans ces moments-là. Donc, quand on Complètement. dit c'est à partir de 30 secondes que tu commences à sécréter suffisamment de sérotonine, d'oxytocine pour te sentir bien, pour te relaxer, mais écoute les études, écoute les scientifiques qui te disent ça, Mm. parce que franchement, c'est pas con et c'est utile. Et nous, on le sent. C'est souvent le moment où tu vois, le matin, ça te soude. Le soir, tu sens, tu as les épaules qui se relâchent, tu respires, tu te détends. Et pour une bonne nuit de sommeil, ce qui est hyper important quand tu as des enfants, bah, tu prends ce qui est le plus efficace en fait. Entièrement d'accord. En plus, du coup, ça fait quoi? Tu te relaxes, du coup, on passe du mode sympathique. Parce que avec les enfants, souvent, c'est la guerre, c'est la course, t'es stressé, tu digères mal et tout. Et Hmm. grâce à ce câlin-là, tu passes en mode parasympathique. Ouais. Donc, le système nerveux propre, justement, à l'endormissement, au repos, à la récupération. C'est super important. Mais profite, parce qu'avec 2 enfants, c'est pas pareil. Parce qu'après, ils se disputent leur maman. Hmm. C'est ma maman, c'est pas la tienne, j'avoue, etc. Toi, t'es comme un con derrière. Ok, et mon tour, c'est quand? Quand est-ce que je peux en profiter moi aussi? Parce que avant d'être votre mère, c'est ma compagne quand même, au niveau chronologique. Ouais. Voilà, dans le temps, c'était moi avant vous. Mais voilà, après, effectivement, là, je suis en pleine phase avec Nathan, qui est en pleine deep, qui est en pleine jalousie par rapport à son frère. Et dès lors que Raphaël est dans les bras d'Aurélie, Nathan se précipite. Et Ouais. limite, quasiment, il fait mal à Aurélie. Toi, en lui rentrant dedans, en la bousculant, essayant de monter sur elle, etc. Donc après, ça devient vraiment cette diade-là. Cette diade de c'est ma maman, non, c'est la mienne, je la veux, non, tu l'as pas. Et c'est assez impressionnant de voir à quel point ils peuvent se faire la guerre pour ça. Même Raphaël, inconsciemment, il le fait aussi. Ah, puis 2 garçons en plus, quoi. Et 2 garçons également, oui. Hmm. C'est vrai que ça sera différent pour toi, t'as un garçon ou une fille. Bah, t'as une fille, tu vas avoir un garçon. Alors, je sais pas, on pense avoir un garçon. C'est ça que Selon le, tu, ca- oui, tu selon le penses, oui. calendrier de prévision chinois, on a 91% de chances que ce soit un garçon. Mais à côté Ok. de ça, voilà, on fait l'écho à la fin du mois et Apolline me dit non, je veux pas savoir le sexe. Mais elle regarde toutes les méthodes alternatives, tu vois. Ah, je croyais que tu savais précisément ce que ça allait être, moi, tu Non, vois. non, Apolline pressent que c'est un garçon. Elle a regardé tous les trucs et tout dit que c'est un garçon, mais elle veut pas savoir à l'écho. Donc là, en fait, je suis en train de me dire, bah attends, un moment, si tu regardes tous les trucs ésotériques, Oui, quitte à faire, autant regarder. autant demander à un moment à l'écho de le savoir. Et puis, À moi, au début, ils avaient anticipé le fait que Raphaël aurait dû être une fille. J'étais super content, je voulais trop la relation père-fille, etc. hmm, Deuxième écho, bon, bah, c'est bien un garçon. Ah, ok, d'accord. Bah, ouais, c'est pas grave, laissez-moi redescendre un peu en pression et puis accepter le truc. ouais, 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 Moi, tu vois, je me souviens, mon père, même maintenant, il me raconte cette histoire. Moi, jusqu'à 7 ou 8 mois, je crois que j'étais une fille. Ok. Et donc, mon père il m'avait appelé Chloé. Et pendant toute la grossesse, mon père m'appelait Chloé. Et dernière échographie chez le gynéco, je crois que c'était 1 mois et demi avant l'accouchement. Ah bah non, en fait, je me suis trompé, c'est un garçon. Mon père a pété un câble. Mais j'ai appelé mon fils Chloé pendant toute la grossesse, ça va lui foutre la viande. Mon père avait pété un câble. Ma mère, elle me dit, ton père était hystérique, j'ai cru qu'il allait tuer le gynéco. Excellent. Et pourquoi elle veut pas savoir le sexe, Apolline? Mais moi non plus, en fait, mais parce qu'on Toi l'a, non on n'a plus? pas voulu le savoir pour Emilia. Ok. On voulait la surprise, et puis on a bien aimé. Tu as de se dire, tiens, c'est une fille trop bien.
Et là, en fait, on s'était dit au début, ouais, bah tiens, cette fois, la deuxième fois, tu te prends quand même vachement moins la tête, hein, sur plein de trucs logistiques, tu sais, Oui. des petits rituels que tu dis autour de l'enfant, tu l'as beaucoup moins avec le deuxième, je trouve, tu es plus posé sur la logistique. Truc très concret, quoi. Où est-ce qu'on met le lit, faut qu'on lui trouve un doudou. Et, et en final, on s'est dit, bah tiens, on va peut-être pas le savoir. Puis la petite, en fait, était tellement persuadée qu'elle allait avoir une petite sœur. Elle nous a dit, non, non, ce sera une petite sœur, ce sera une petite sœur. On lui a dit, bah tu sais quoi, on aura la surprise, Hmm. toi comme nous, et c'est tout. Donc en fait, c'est plus par, tu vois, par rapport à ça, en disant, tout le monde aura la surprise, ce sera pas plus mal. D'ailleurs, conseil pour Sébastien, achète plusieurs doudous du même Ouais. exemplaire et pas un seul. Nous, Ouais. on l'a perdu. On a dû le racheter. 80 €. En fait, je pense qu'il y a des gens littéralement dont le travail, c'est de spéculer sur les doudous des enfants. J'en suis sûr à 100%. Comme pour les Lego, comme pour tout, ils en prennent une dizaine et après ils les revendent. On a payé 80 balles. Et c'est là que tu vois le côté émotionnel, en fait. Même pour nous, émotionnellement, on a perdu un doudou, ça nous a brisé le cœur, alors que ce n'est qu'un bout de tissu. Ouais, c'est C'est ça qu'il clair. est tellement là depuis le départ que putain merde, on a perdu Blue. On l'a perdu. Il faut le racheter. 80 €. On va en acheter deux au cas où. 160. Ok. Et bah, Lego. Et ça fait très très mal. Mais bon, après, pour ton enfant, tu fais ce que tu peux. Donc, effectivement, d'entrée de jeu, acheter plusieurs doudous. Là, pour Raphaël, on a 3 exemplaires de chaque. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et encore, au début, ça fonctionne bien, mais dès lors qu'il a un coup de stylo, dès lors qu'il est égratigné, qu'il est abîmé, va réussir à masquer le nouveau, comme le précédent, pour pas que l'enfant s'en rende compte. C'est super Ouais, compliqué. ça demande des stratégies, ouais. Moi, je me rappelle encore, hein, quand on a reçu le nouveau, il puait la lessive. Du coup, j'étais dehors, je l'ai frotté dans la bouche, je l'ai jeté par terre, je l'ai écrasé dans tous les sens. Et après, tiens, la tante, au doudou, il était par terre. On va le laver maintenant. Et ça a fonctionné. Tu l'avais Ça a oublié cette fonctionné. nuit? Je m'étais rué dessus, c'était du grand n'importe quoi. T'as tellement l'air con en plus. Et j'imagine même pas les voisins qui te regardent en train de jeter un doudou par terre. Du haut Qu'est-ce de qu'il tes fait? 30 ans passés. Donc ouais, c'est un vrai conseil, acheter plusieurs doudous. On a un peu digressé du sujet initial. Mais c'est vrai que le rapport sexuel, c'est quand t'as un enfant, même le corps de ta compagne change littéralement. Hmm. Au début, c'est pas la rééducation du périnée, c'est long, c'est douloureux. C'est un vrai sujet, c'est vrai, qu'on en parle très peu parce que l'intimité reste un sujet tabou. Mais du coup, à cause de ça, on n'est pas confronté, on n'est pas préparé à se dire, ok, potentiellement, durant plusieurs mois, ça va être galère. Ne serait-ce que Hmm. pour avoir un rapport. Et après, durant plusieurs années, ça va être galère pour trouver le temps d'avoir un rapport. Ah, c'est ça, ouais. Donc, il y a un vrai sujet, je pense. Il y a un vrai sujet. Encore plus quand t'es entrepreneur à nouveau et quand tu bosses chez toi. Hmm. Parce que du coup, ta maison aussi, c'est ton bureau. Du coup, t'as plus cette notion d'intimité, cette notion de là, on peut faire des câlins. La chambre, parfois, c'est également un bureau. Donc, c'est compliqué de dissocier les choses. Et je pense qu'il y a ne serait-ce qu'une phase de rendez-vous qui est obligatoire au départ. Pour prendre le temps de se retrouver. Parce que si on fixe pas ça, après, c'est d'expérience. Encore une fois, je parle pour moi, pour les 2 enfants que j'ai eus. Hmm. Tu peux passer à côté du fait de réenclencher la machine, en quelque sorte. En te Ouais. laissant à nouveau happer par le quotidien, par ton enfant, par les couches, par le docteur, par les soins, la nounou, le transport, la fatigue, le boulot, Hmm. l'entrepreneuriat, le sport si t'en fais en plus. Et je pense que t'as pas cette notion de réamorcer en disant ok, c'est un vrai sujet, il faut qu'on le prenne à bras le corps, entre guillemets. On se fixe un rendez-vous et après on voit comment ça évolue. Hmm. Donc dis-moi ce que t'en penses toi, de cette notion du premier rendez-vous, on va dire, pour réamorcer la pompe, façon de parler. Je pourrais pas te faire de retour parce que moi, j'ai pas vécu les choses de la même manière. Euh, Moi, on va dire que j'avais de la chance, entre guillemets. J'ai pris un mois et demi de congé pat quand Emilia est née, où j'avais ma boîte de consulting à l'époque. Et je me déplaçais beaucoup et pendant un mois et demi, j'avais dit à tous mes clients, vous me voyez pas de fin avril jusqu'à début juin. Et à partir de début juin, euh, j'ai recommencé à partir tout le mois de juin, tout le mois de juillet en déplacement. Et en fait, je partais toute la semaine. Hmm, Donc je revenais que les week-ends, où je partais souvent 4 jours. Et il y avait déjà, tu vois, cette distance qui se crée, donc on était content de se retrouver. oui. Et sachant que je revenais souvent, je revenais 2 3 jours et je repartais. C'était vraiment la première année de naissance d'Emilia, j'étais tout le temps en déplacement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté le consulting. Parce que je me déplaçais aux quatre coins de la France, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique. Et en fait, je voyais Emilia d'une semaine sur l'autre vachement changer. Enfin, tu sais à quel point la première année, un gamin, ça change. Hmm. Et moi, ça me brisait le cœur, quand je la reconnaissais pas. Et des fois, je partais 2 semaines et elle me reconnaissait pas. Donc j'avais arrêté ça, mais tu vois, pendant un an, il y avait cet avantage de dire que je partais longtemps et quand je revenais, on était très content de se retrouver. Mais tu vois, par rapport au rapport sexuel à proprement parler,
il y a aussi le côté hormonal qui joue. Le côté hormonal pour la Oui. femme, mais le côté hormonal aussi pour l'homme. Quand tu es fatigué, ta testostérone, elle baisse. Mm. Et vu que tu es tout le temps fatigué la première année, bah, tu as un taux de testostérone qui a tendance à être plus bas. Et il suffit que tu fasses moins attention à ce que tu manges, que tu fasses moins de sport, et Oui. ton taux de testostérone se casse la gueule. Et c'est vrai que tu as moins naturellement, tu vois, de ces pulsions que tu pouvais avoir naturellement avant, en disant, là j'ai envie. C'est Ça me fait penser, tu as forcément. Enfin, ouais, toi, avec Aurélie, vous dormez pas forcément dans la même chambre, mais Mhm. le nombre de fois où tu te retrouves à deux dans le lit le soir, et t'as envie, mais t'es tellement crevé que tu te dis, oh non, je la flemme, en fait, je Ouais. préfère dormir. Et tu sais, le lendemain, t'as ta femme qui te dit, ah, j'aurais bien aimé hier soir, et toi tu dis, ouais, moi aussi, hein. Et en fait, personne ne se parle, tout le monde a fait rideau et tu dors, quoi. Et c'est pour ça que c'est Mm. important, tu vois, de se dire, faut pas compter sur. Enfin, faut pas compter que sur la spontanéité. C'est bien d'en garder. Mais effectivement, ça change. Il faut prendre des rendez-vous de temps en temps. Mais c'est là où, en fait, c'est super compliqué, hein. Faut pas se mettre de pression non plus. Oui. Tu vois, les premiers week-ends que tu fais où tu lâches les enfants et tu dis, allez, on va se faire un week-end en amoureux à deux comme avant, on se fait resto, machin. Mais t'as tendance à mettre de la pression en te disant, d'un côté, t'es fatigué, t'as envie de te ressourcer. Et de l'autre côté, en fait, un moment, on va baiser, quoi. Mais putain, là, j'ai la flemme, là. Ah, c'est pour ça qu'on évite de le faire le soir, nous. Mais Parce que complètement, ouais, c'est littéralement, ça. c'est con, mais le soir, on aime bien lire ensemble dans le lit, justement avant de se séparer pour dormir séparément. Mhm. Et dans 90% du temps, 5 minutes après, Aurélie, elle dort avec son audiobook. Mhm. Et vraiment, on est éclaté au sol. Et il n'est que 22h, voire 22h30. Ah, mais c'est ça. Donc, envisager le fait d'avoir des rapports sexuels à ce moment-là, ça sert à rien, en fait. Ça devient une contrainte plus qu'autre chose. Donc, où est le bénéfice? Il n'est pas là. Donc, effectivement, autant essayer de casser les codes et faire ça en journée. Si on Mhm. peut, encore une fois, parce qu'il y a à nouveau les enfants. Non, c'est une vraie logistique. Et Ouais, encore ouais, une fois, c'est quand c'est t'en une as autre un et des réflexion, deux, hein. c'est encore différent. Parce que quand t'en as un, des fois, il va chez papy mamie, c'est cool. Mais papy mamie qui prennent les deux en même temps, c'est pas non plus courant. Du moins, de notre côté. Ils font déjà énormément, ils les prennent séparément plusieurs jours dans la semaine, mais rarement ensemble. Ouais, ouais. Donc t'as jamais l'intimité vraiment d'être seul à la maison pour pouvoir le faire. Ouais, en tout cas, pas quand le dernier est encore jeune, quoi. Oui. Mm. Ah, c'est vraiment un sujet, et tu vois, j'ai envie de quand même faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, de se dire, on l'a répété, hein, faut pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur, on peut gérer notre temps comme on veut, plus ou moins, mais on peut s'organiser, en Mm. tout cas, on peut créer nos journées, on peut se créer cet espace. Ça peut être fun, il faut le voir comme un jeu, il faut le voir comme quelque chose de fun et pas comme quelque chose de pesant et de sérieux et de lourd. Mais, euh, mais surtout, c'est aussi important parce que ça fait que t'es bien. Et, et si t'es bien, t'es calme, t'es détendu, tu te sens bien avec ton partenaire, et Dieu sait que t'as besoin de te sentir bien avec ton partenaire quand t'es entrepreneur, Mm. parce que c'est un soutien émotionnel, psychologique, logistique. Si ça va pas, tu rentres dans un cercle vicieux. Où personnellement ça va pas, donc professionnellement ça va pas. T'es pas détendu, donc t'es plutôt stressé. Si t'es stressé, t'as ta partie créative qui est totalement atténuée. Si t'es pas créatif, ben en fait c'est comme si t'avais fermé la mine d'or de l'entrepreneuriat, quoi. Mm. Et effectivement, il n'y a pas que ça, mais la sexualité joue un rôle crucial. Nous, ça n'a pas été. Je pense que pendant 2 ans, tu vois, la première année, comme je te disais en fait, j'avais pas fini tout à l'heure. La première année, c'était assez simple parce que je partais, je revenais, et il y avait cette distance qui créait l'envie. Mais quand j'ai décidé d'arrêter, il y a eu le Covid. Mm. Et le Covid, nous, on l'a fait chez mes beaux-parents. Là, c'est encore un autre délire. Le confinement, tu veux dire? Ouais, le confinement lié au Covid. On a fait le confinement pendant 4 mois chez mes beaux-parents parce qu'en fait, nous, on avait rendu notre appart, Ouais. enfin notre maison, on avait acheté l'appartement dans lequel on est actuellement, mais l'appartement était à refaire. Et au final, moi, la journée, je me cassais même pendant le Covid pour faire les travaux. Et après, tout le reste du temps, on était chez mes beaux-parents. Et en plus, mon beau-père était malade et tout, il avait un cancer, et tu sais, tu te dis, t'étais pas du tout dans cette logistique. Et ouais, en fait, pendant 4 mois, je pense qu'on n'a pas couché ensemble, parce qu'on était chez mes beaux-parents, parce qu'il y avait l'anxiété liée au Covid, parce qu'il y avait la petite, parce que mon beau-père était malade. Et la vache, ça a été une période horrible émotionnellement. Et c'est là où tu te rends compte à quel point c'est important. Mm.
Et l'autre élément également qui joue en défaveur des rapports sexuels quand on a un enfant, c'est qu'il y a plus de tension dans le couple. Hmm. Mine de rien, avec Aurélie, on s'est jamais pris la tête avant d'avoir nos enfants. Grave. Mais dès que tu as un enfant, forcément, parce qu'en plus il y a la fatigue, je vois que ça te fait réagir avec ton grand sourire. Mais forcément, du coup, s'il y a plus de tension, il y a plus de heurts, de querelles, les gens passent. Logiquement, la libido, l'intérêt envers l'autre diminue aussi. Hmm. Je Donc, c'est comprends. comment on fait pour effectivement lier manque de sommeil, présence des enfants, même corps de la femme qui change, très clairement, rapport au sexe qui change, rapport à la poitrine et s'il y a allaitement qui change, etc. et sexualité. C'est pour ça que c'est un vrai sujet, mais à nouveau, c'est un sujet qui malheureusement est mis de côté. Parce que, Hmm. à nouveau, l'enfant doit passer avant toute chose, ce qui est normal en tant que tel. Mais comme tu l'as dit, si le couple n'est pas solide, et encore pire s'il y a séparation, la première personne qui va en pâtir, c'est l'enfant. Donc il Exactement. faut toujours penser à soi. Et Hmm. parfois, il faut mettre, entre guillemets, l'enfant de côté. Le mettre chez ses grands-parents pour avoir un rapport sexuel, c'est une bonne chose, c'est pas égoïste. Parce que si le couple va mal, l'enfant ira mal. Tu rends service à tout le monde au final. Complètement. Mais ouais, ça me faisait réagir parce que, comme je te disais, avec Apolline, on était 9-10 ans ensemble avant d'avoir la petite. Et, euh, et nous, nos amis étaient tout le temps en train de se prendre le bec. Il y en avait qui se séparaient, qui se mettaient avec un autre mec, une autre nana. Et nous, on a toujours été ce couple solide où les gens venaient nous voir quand ils avaient un problème en disant: mais comment vous faites? Vous vous engueulez jamais, vous êtes tout le temps en train de vous faire un câlin, vous pensez toujours à l'autre. En final, on se voyait un peu comme le couple exemplaire, tu sais. Et on se disait, nous, quand on aura des enfants, ce sera différent. Pas du tout. Quand on a eu des enfants, on s'est dit: ah ouais, la vache. En fait, on s'est engueulé, t'es pas d'accord, Ouais. t'es fatigué, donc tu réagis plus que tu réponds. Et ouais, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent. Et c'est tout nouveau, ça aussi. Tu vois une autre facette du couple, une autre facette de ta personnalité, une autre facette de la manière dont tu interagis. Et ce qui est intéressant, tu vois, quand moi je bosse avec des clients, j'en ai quelques-uns qui étaient cofondateurs et qui étaient en couple, ou il y en a que j'ai accompagnés sur leur relation avec leur époux, avec leur épouse. Parce que ça aussi, mine de rien, quand t'es entrepreneur ou entrepreneuse, c'est ultra important d'avoir effectivement un truc stable à la maison. Mm. Et je leur dis, en fait, dans un couple, il n'y a jamais deux personnes. Il y en a toujours quatre. Il y a la personne A et la personne B, et la représentation que chacun se fait de l'autre. Mm. Et souvent, quand tu t'engueules pas avec la personne qui est en face de toi, tu t'engueules avec la représentation que tu as. C'est de toute façon, elle pense toujours ça, de toute façon, elle va me dire que, de toute façon, il pense que, Mm. ou en fait, on fait des projections mentales de ce que l'autre pense de nous, de ce que l'autre va dire, de ce que l'autre. Et dès que ça arrive, t'as le biais de confirmation qui se met en place, de toute façon, je le savais. C'est toujours pareil. Et ça, tu vois, c'est une image qu'il faut bien avoir en tête, de se dire qu'on n'est jamais deux dans un couple, il y a toujours quatre personnes, toujours la représentation créée par l'autre. Et ça, tu vois, quand tu disais le corps de la femme qui change, tout ça, les représentations mentales qu'on a de tout, de la réalité, de comment on évolue au quotidien, les mots qu'on utilise pour décrire les choses, Mm. ces mots vont directement générer des images. Les images sont ultra importantes parce que les images, c'est le mode d'emploi, c'est les instructions qu'on donne à notre esprit. Et notre esprit, il fait uniquement ce qu'il pense qu'on veut qu'il fasse. Donc, quand tu changes tes mots, les images que tu as dans ta tête changent. Et ce qui est ultra important, moi, j'ai aucun souci à le dire, je suis tombé dedans, à un moment. Tu as cette tendance entre mecs à te dire, je vais aller regarder du porno. C'est le pire truc à faire. Mm. C'est le pire truc à faire parce que fondamentalement, tu es en train d'accentuer le fait que le corps de ta femme a changé. Tu crées de l'importance, tu mets du poids dessus, et tu te le rappelles en fait à chaque fois que tu vas sur un site porno. Et franchement, c'est le pire truc à faire. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'études. Je crois que tu as 80% des jeunes de moins de 20 ans qui regardent du porno quasiment quotidiennement. C'est un truc de fou aujourd'hui. Et tu te demandes comment des sites comme YouPorn ou Pornhub peuvent être gratuits alors que des sites comme Netflix, Disney et compagnie sont payants. Et ça fait des ravages sur la sexualité, sur la manière dont on voit la Mm. sexualité, le rapport du corps à la femme, le rapport à ce qu'est l'acte sexuel. Et je te remercie vraiment d'avoir abordé ce sujet parce que pour moi, il est vraiment crucial. C'est vraiment un truc, les images qu'on a en tête,
sont ultra importantes. Si tu regardes du porno pour faire un échappatoire de ta sexualité en déperdition parce que tu viens d'être papa ou tu viens d'être maman, c'est, ça paraît logique parce qu'on nous dit aujourd'hui que c'est logique parce que tout est gratuit, parce qu'on est dans on est dans une culture pornographique. Mais sauf que ça va juste créer de la distance supplémentaire. Ouais, je te rejoins à 200%, c'est très très juste ce que tu dis. Et comme tu le dis, en plus, l'importance des mots, on n'en parle pas assez non plus. On a fait un épisode dans lequel on en a parlé, mais cette notion de cerveau anticipatif, c'est capital. En fait, le cerveau, son but, c'est de minimiser l'énergie perdue. Mm. Donc, il va constamment chercher à coller aux prévisions que tu vas faire. Si constamment tu te dis, ok, le sexe avec ma compagne, c'est nul. Ok, on n'a pas le temps. Ok, ceci, ok, cela. Forcément, le cerveau va fermer les opportunités pour créer l'espace de la sexualité. C'est Exactement. comme ça parce qu'il veut économiser de l'énergie. Lui, il s'en fout. Il n'y a pas de notion de c'est bon, c'est mal. La seule chose qui est bonne pour lui, c'est la survie. Donc, dès lors, effectivement, qu'on a un discours interne qui est négatif, qui même est péjoratif par rapport à son partenaire, automatiquement, on va créer le lit du problème que l'on pense. C'est comme ça, c'est naturel, le cerveau est câblé pour. Et c'est pour ça, à nouveau, je pense vraiment que cette notion, déjà d'en parler aussi, on n'en a pas parlé tous les deux, mais de parler cœur sur table de la sexualité quand on vient d'avoir un enfant. Ok, comment tu te sens après l'accouchement? Comment tu Mm. ressens ton corps? Comment moi je me sens? Quelles sont mes envies? Quels sont mes besoins? Quelles sont tes envies? Quels sont tes besoins? Franchement, il faut dialoguer, il faut se poser. C'est con, mais c'est tellement tabou le sexe aujourd'hui, alors que pourtant, tout le monde fait l'amour. Logiquement non, mais tout le monde fait l'amour. Donc vraiment, il faut en parler. Parce que s'il n'y a pas d'échange, il n'y aura pas d'évolution. Et si à nouveau, si chacun de son côté, on est frustré, on veut des choses, l'autre comprend pas, etc., on va finir en séparation, comme on l'a vu précédemment, et tout le monde va y perdre. Mm. Donc vraiment, il faut dialoguer, quitte à faire appel à quelqu'un aussi. Complètement. À un sexologue. Nous, on s'est posé la question, avec Aurélie, on l'a pas fait. Ouais, Mais on s'est posé la question de faire appel à quelqu'un pour, ok, comment font les autres en fait? pareil, ouais. Nous, on galère à trouver le temps, on galère à trouver aussi l'envie, parce que maintenant, on prend des rendez-vous, c'est plus spontané. Pourquoi pas faire appel à un spécialiste dont c'est le métier pour trouver des solutions? C'est con, mais s'il faut, entre guillemets, arriver là, c'est qu'il faut le faire en fait. C'est pas une question de tort, etc. Non, en fait, il faut une aide, on prend l'aide. Pourquoi se tirer une balle dans le pied alors qu'il y a des spécialistes qui existent auxquels on peut faire appel? C'est pas con du tout. Euh, tu vois, on est vraiment dans le cadre en plus avec Papa Preneur. T'es papa, t'es entrepreneur. T'as pas de temps. Tu vois, tu parlais dans différents épisodes que tu délègues ta motivation à Rudy Hmm. pour ton entraînement physique. Là, moi, je fais appel à un personal trainer qui est dans ma salle de sport pour me faire un programme. Euh, j'ai une coach qui m'accompagne personnellement. J'ai une psy. Là, maintenant, je t'en ai parlé la semaine dernière Hmm. où je commence à travailler avec elle sur d'autres sujets. Mais parce qu'en fait, à un moment, t'as pas le temps. C'est du travail que tu peux faire. Toi comme moi, on a les connaissances pour faire nos programmes. On sait comment fonctionne le corps. On sait ce qui est bon pour nous en fonction de Hmm. nos objectifs, quel type d'exercice on doit faire, de l'isométrie, de la pliométrie. On sait l'augmentation de charge qu'on doit faire, qu'on ne doit pas aller trop vite. Mais fondamentalement, ça te demande de l'énergie. Et quand tu es papapreneur, de l'énergie, tu la maximises en fait. Hmm. Tu la gardes pour ce qui est important. Ta famille, ta gestion émotionnelle et ton boulot. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Moi, j'ai aucune honte à dire que maintenant, je vais voir un psychologue, que j'ai une coach depuis 2 ans, que j'ai déjà fait appel aussi à un coach marketing. On avait pensé à la sexologue à un moment, c'est te dire, tu réfléchis droit au but. Tu dis, oui, je suis pas bête, je suis intelligent, je peux me renseigner sur Internet, il y a absolument tout, je peux apprendre à devenir un expert en physiologie, en préparation physique, je peux trouver de super conseils pour la sexologie, je peux trouver les réponses par rapport à moi, le développement de mon business de coaching, je peux faire du travail sur moi par rapport à différents traits de caractère que j'ai et que je veux changer, à mon identité, tout ça, mais ça va me prendre une plombe. Et tu vois, fondamentalement, c'est ce que je dis souvent à des clients ou à des prospects. On pense qu'on va voir un coach quand on a un problème. Non, on va voir un coach quand on a envie d'être aidé et d'aller plus vite. Que ce soit un coach sportif, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour améliorer son business. Et en fait, c'est pareil. Quand tu commences à tousser et que t'es pas bien, tu vas voir un médecin. Tu vas pas regarder les thérapies alternatives qu'il peut y avoir sur Internet en disant tiens, si je me fais Décoction. décoctions, t'as la vache, des décoctions de sauge à 38 degrés, machin, est-ce que ça va marcher? T'as pas envie de faire ces tests. T'as un problème, tu vas chez le médecin, il te soigne, il te dit ce que tu peux faire, pas faire.
et tu règles le problème. Tu te pètes la cheville, tu vas à l'hôpital, on te met un plâtre, tu vas chez le kiné. Tu pourrais trouver tous les exercices en ligne pour faire ta rééducation, la proprioception, l'activation musculaire pour te redonner l'élasticité et la force que tu avais dans la cheville. Mais un kiné, c'est son job. Il sait ce que tu dois faire, dans quel ordre, à quel moment et avec le bon timing. Et on a tendance, tu vois, je pense par ego, à se priver de ça. Mm. Alors qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes qui sont là pour te dire, ok, tu as tel problème, voilà ce que tu peux faire. Ou juste, comme tu dis avec un sexologue, parler du problème, le verbaliser, et déjà juste le verbaliser, c'est 80% de la solution. Et après, que la personne puisse t'enseigner les différents trucs qui pourraient être intéressants en fonction de toi. Parce qu'elle a déjà eu ces cas, parce qu'elle a déjà vu la personne, parce qu'elle a déjà entendu ce genre d'histoire. Et à un moment, elle sait ce qu'il faut faire. Et en Donc non, plus, c'est pas con, c'est super important. on pense souvent qu'on est unique, mais on l'est pas du tout. Comme tu l'as dit, cette personne-là a vu des centaines de cas avant nous. Ouais. Elle a pu en tirer des conclusions, tirer des corrélations, faire des liens, etc. Elle a des protocoles clés en main. Mm. Tu l'as très bien dit, on n'a ni le temps ni l'énergie de se former à une nouvelle discipline dès qu'on rencontre un problème. Il y a une fuite d'eau dans un de mes appartements, je appelle un plombier. Je me forme pas à la plomberie. J'ai pas le temps, pas l'envie, et c'est pas mon domaine de compétence et d'expertise. Et tu l'as très bien dit, on délègue naturellement son marketing, on délègue naturellement sa prospection, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne se reposerait pas sur un expert pour la sexualité s'il y a besoin? Mhm. C'est con. Mais aujourd'hui, en plus, même, premier pas, allez sur YouTube. Je suis certain qu'il y a des experts qui font des vidéos. Commencez par ça. Et après, effectivement, consultez si jamais c'est nécessaire. Mais c'est un sujet à prendre à bras le corps. Parce que plus il va durer, plus ça va créer des tensions, et plus naturellement, on voudra aller voir ailleurs. Mm. Parce que le propre de l'être humain, c'est de se reproduire. Notamment quand on est un homme. Et se faire perdurer l'espèce, etc. Donc, si, malheureusement, la base n'est pas solide, s'il n'y a pas cette notion d'échange, de dialogue et donc de sexualité qui en découle, inévitablement, ça finira mal. C'est Mm. obligé. Parce qu'à nouveau, c'est un besoin qui est physiologique. On n'est pas sur une pulsion comme du sucre ou autre. Là, c'est un besoin réel du corps humain. Et même par rapport au couple, tu parlais du câlin qui génère de l'ocytocine. Par rapport au rapport sexuel, c'est peanuts. Et donc, Complètement. ça consolide le couple. Ça renforce. Et en fait, après, tu as un cercle vertueux qui se met en place parce que le couple se retrouve, il redevient soudé. En fait, on n'est jamais aussi bien écorrélé que dans les jours qui suivent un rapport sexuel. Bien Parce sûr. qu'on s'est retrouvé, parce qu'on a créé de l'ocytocine, parce qu'on est soudé. Du coup, on est plus patient par rapport aux enfants. Il y a moins de prise de tête. Donc, à nouveau, la libido remonte par voie de conséquence. Mm. Et si on n'a pas le temps, si on prend pas le temps, pardon, de se dire, OK, c'est une priorité. Je fais ça et je mets en place les moyens pour réussir comme un business. Il y a un marché à conquérir. On n'y va pas la fleur au fusil. On met en place les moyens pour réussir. Pour retrouver sa vie sexuelle, c'est pareil. Il faut Mm. mettre les moyens pour réussir derrière. Ça passe par l'échange, ça passe par des rendez-vous, et s'il faut, ça passera par un expert qui va venir nous accompagner. Mm. Tu vois, il y a pas tout le monde qui a envie d'aller voir un psychologue, qui a envie d'aller voir un coach, qui a envie d'aller voir un expert, que ce soit par, par pudeur, par une question de mindset, ou simplement pour être très terre à terre par rapport à des moyens financiers, par rapport à ce que ça Mm. coûte. Mais il y a un truc que je recommande à tous mes clients, c'est de se parler à voix haute. C'est un truc où on dit c'est les fous qui se parlent à voix haute, mais on s'en fout. Parce que tout ce qui se passe dans ta tête, quand tu te parles dans ta tête, ton crâne, moi j'aime bien prendre cette image, ton crâne est rond. Donc en fait, ça tourne en boucle. Il y a un point de départ d'une pensée, il n'y a pas forcément de point de fin. Quand tu verbalises les choses à haute voix, il y a un super bouquin qui s'appelle Say It Out Loud de Vasavi. J'ai plus le nom, c'est une Indo-américaine qui a sorti ce bouquin là, il y a un mois, un ou 2 mois, qui est génial. Et qui parle que de ça. Comment verbaliser ses pensées et à quel point c'est important. Hier, je rigolais parce que je me baladais, je me dis, mais les gens doivent vraiment prendre pour un fou parce que je marchais souvent 2, 3 fois, 10 minutes dans la journée. Et à chaque fois que je sors, 70% du temps, je parle à voix haute. Et les gens passent en voiture, en vélo, et ils me voient pareil, mais ce mec doit être taré, quoi. Mais je m'en fous. Parce qu'en fait, ça fait du bien, ça te permet de verbaliser, ça te permet de faire le point. Et contrairement à quand tu te parles dans la tête, quand tu te parles à voix haute, il y a un moment où tu dis, là c'est bon, je suis OK. J'ai verbalisé les choses, j'ai échangé avec moi, je me suis posé des questions, je me suis répondu. C'est bon, c'est fini. J'ai compris, j'ai dit ce que j'avais à dire, je sens que j'ai plus rien à dire.
Fin de discussion. Dans la tête, pour ça avec Jérémy, on avait parlé dans les premiers épisodes d'écrire, d'avoir un calepin pour noter les choses, déjà pour pas perdre ses idées, mais aussi pour... Moi, je fais du journaling tous les soirs dans la dernière heure avant d'aller dormir, Mm. parce que c'est le meilleur moyen de poser tous tes trucs qui sont dans ta tête à plat, de les extérioriser avant d'aller dormir et d'aller te coucher serein. Et c'est pareil, tu vois, tu parles de verbaliser les choses, tes besoins, tes désirs, c'est hyper important dans la vie. C'est hyper important dans un couple. Les besoins sexuels, les désirs sexuels, ce que tu veux faire, tu veux tester une nouvelle position, tu veux tester un Mm. nouveau truc, il faut le dire, parce que ce qui n'est pas dit, n'est pas exprimé, reste en tête. Et ça crée des émotions qui, moi j'aime bien cette image, je veux dire, qui se putréfient, qui pourrissent, et qui prennent de plus en plus de place au final. Comme un truc qui pue, au bout d'un moment, ça pue tellement, si t'as pas sorti ta poubelle depuis 2 mois, ou t'en peux plus, t'exploses, si t'as envie de vomir. Mais c'est pareil avec tes émotions, avec tes pensées, avec tes besoins. Si c'est pas exprimé, ça commence à s'inflammer et ça commence à prendre de la place. Et quand on va aborder ces sujets, tu vas y réagir, tu vas devenir réactif par rapport Mm. à ça, plutôt que de pouvoir les prendre de manière posée, calme et pragmatique. Et ça parle pour les endroits où tu as envie d'aller en vacances, les choses que tu as envie de faire le week-end. C'est hyper important d'avoir un dialogue, c'est tout. D'avoir un dialogue quotidien dans le couple. Ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Ce dont tu as envie, ce que t'as pas envie. Quels sont tes besoins, quelles sont les choses dont tu n'as pas besoin. Et ça vaut pour la sexualité, ça vaut pour la bouffe, ça vaut pour les sorties, ça vaut pour les Mm. personnes que tu fréquentes, les endroits où tu vas. C'est hyper important. Souvent, on le fait pas parce qu'on se dit, si je le dis, la personne va me juger. On en revient aux 4 personnes que tu as dans le couple. Mais tu sais pas la réaction de la personne tant que t'as pas posé la question et tant que t'as pas exprimé tes besoins et tes envies. C'est très intelligent ce que tu fais de te parler à toi-même. Et petit tips, mettez des écouteurs sans rien, comme ça on croit que vous passez un coup de fil. J'ai souvent des Voilà. AirPods. Hier, je me disais, les gens vont me prendre pour un fou parce que j'en avais pas. Mais souvent, j'ai des AirPods comme c'est bon, c'est pas grave, il parle à un pote. Mais ça rejoint un peu le principe de Feynman. Pourquoi je fais ce lien-là? Parce que souvent, quand on pense connaître une notion, une définition, un concept, mais qu'on l'a jamais écrit, et quand on doit l'expliquer, on se rend compte qu'on fait face à un mur. On Hmm. pense la maîtriser, mais on n'arrive pas à la formuler. On n'arrive pas à Je- l'expliquer à quelqu'un. On n'arrive pas à lui faire comprendre précisément ce que veut dire ce concept. Sauf que dès lors que l'on prend des notes, on est face à nos incohérences. On est face aux trous. On est face à nos manquements. Et on doit faire des recherches. On doit reformuler pour justement compléter et vraiment exprimer le concept que l'on veut écrire. Et quand on se parle à soi-même, en fait, on se force à comprendre le problème, à Hmm. mettre des mots dessus, à le simplifier, et donc à identifier précisément ce qui va pas. Parce que souvent on se dit ok ça va pas, mais ok mais qu'est-ce qui va pas précisément? Hmm. Qu'est-ce qui pose problème? Au niveau de la sexualité, qu'est-ce qui pose problème précisément? Et s'il n'y a pas ce travail fait en amont, c'est con, mais c'est très bien ce que tu as amené. Comment est-ce qu'on communique efficacement avec son ou sa partenaire? On peut pas, parce qu'on n'a pas les bons mots pour décrire la bonne situation qui pose problème. Hmm. Donc vraiment, effectivement, le fait de coucher des choses sur papier ou de les exprimer à voix haute à soi-même ou à quelqu'un d'autre, peu importe, force à vraiment clarifier le propos que l'on veut tenir par la suite. Hmm. Et c'est super important, je pense. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de prendre des notes. Pour faire face à ces incohérences. Pour faire face aux manquements. Pour faire face au fait que le cerveau pense maîtriser quelque chose, mais dès lors qu'il doit le dire, c'est pas pareil. Donc vraiment, faites ce travail soit écrit, soit oral comme le fait Quentin, avec des écouteurs idéalement, pour vraiment clarifier les choses et juste vraiment avoir une pensée claire, simple, que vous allez pouvoir exprimer par la suite à votre partenaire pour en parler vraiment sur les bonnes bases, en quelque sorte. Complètement. Et c'est un exercice que vous pouvez faire. Tu vois, je te parlais dans d'autres épisodes de comment je faisais mon journaling, Mm. où je mettais mes victoires de la journée, d'abord mon état émotionnel, mes victoires de la journée, mes axes d'amélioration. Et là, depuis, je pense, 3 semaines, un mois, j'ai rajouté mes désirs. Et il n'y a pas de suite logique là-dedans. C'est tous les soirs, je réécris 3 de mes principaux désirs. Ça peut être, je veux gagner plus d'argent, je veux me sentir plus serein, j'ai envie de m'acheter la nouvelle Xbox. C'est des trucs cons. Mais ça n'a pas à avoir tu vois, le lendemain, je vais écrire autre chose. C'est mes désirs du jour. Mais le fait, en fait, de tous les jours, faire un point sur fonctionner plutôt par envie, plutôt que par besoin, ça te permet juste d'exprimer ce qu'il y a en toi, de dire j'ai envie de ça. Et souvent, tu vois, on se dit non, il faut pas exprimer ses envies parce que euh, tu dois normalement les justifier après. Une envie, pour moi, elle n'a pas à être justifiée. Tu as envie de partir 3 mois en vacances? Tu as le droit d'avoir envie. Peut-être que tu arriveras à mettre ça en place, peut-être que tu n'y arriveras pas. T'as envie de gagner plus d'argent? On s'en fout de la logique qu'il y a derrière. On te demande Mm. pas d'aller voir un psy et de creuser 3 ans de psychanalyse. Pourquoi est-ce que tu as envie de plus d'argent? Non, accepte-le. C'est une envie.
Et le fait de noter ça, moi, tu vois, dans le journaling, ça me permet aussi de remettre les choses, comme tu dis, à plat. Et c'est beaucoup plus simple d'en parler. Et je me rends compte que c'est aussi beaucoup plus simple d'en parler dans mes podcasts, dans mes newsletters, à ma femme, à mes amis. C'est beaucoup plus facile de parler avec mes parents. Parce qu'une fois que tu as verbalisé les choses, que tu as écrit les choses, tu gagnes en clarté, comme tu dis. Et ça, c'est super important. Tu parles de comment est-ce que tu communiques efficacement dans le couple. Commence simplement par communiquer. Il n'y a pas de bonne manière. Tu vas pas prendre une formation de 6 mois pour apprendre à communiquer efficacement Hmm. comme un speaker international. On commence par une petite chose, c'est juste commencer à parler. Et après, à clarifier sa pensée. Tu vois, moi, la manière dont je fonctionne, c'est que au moins une fois par jour, quand je sens une petite tension, j'aime bien faire un stop pour dire, ok, Quentin, 2 secondes là, à haute voix, je me dis, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur? Comment est-ce que tu te sens? Fais juste un petit check-up. Et je me parle vraiment en me tutoyant. Et là, je reprends, c'est parce que c'est une autre facette de ma personnalité qui va s'exprimer en disant, bah là, je sais pas, je me sens super tendu, je sais pas pourquoi. Ok, j'entends, je le ressens, t'es tendu. Mais à ton avis, si tu savais, qu'est-ce qui te rend tendu comme ça? Bah, je sais pas, bah si, en fait, si, je sais, ce matin, je m'étais dit que j'allais contacter 3 personnes pour mon business et je l'ai pas fait. Ok, et effectivement, tu t'es dit que c'était important pour toi parce que tu sais qu'en tant que coach, c'est les relations que tu crées avec les personnes qui sont importantes pour ton business. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois, c'est le genre de dialogue que je vais avoir avec moi-même, où je me tutoie, je fais un aller-retour comme avec une vraie personne. Et il y a même des choses que je fais des fois avec mes clients, où je leur demande de prendre 2 chaises et de s'auto-coacher comme ça. Tu vois, ça paraît un peu bizarre, mais ça marche super bien. C'est tu t'assieds, moi je sais que j'ai un fauteuil là en face de moi, et des fois je vais faire le coach et le coaché. Je vais me poser la question, je vais me lever, je vais aller dans le fauteuil et je vais me répondre. Alors, ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais en fait, c'est comme toi qui sors de l'appart avec Aurélie, de la maison avec Hmm. Aurélie. Le fait de changer de place, ça te permet d'être dans une autre temporalité, dans un autre espace, et de réfléchir différemment, et tu changes de rôle. Les jeux de rôle, ça fonctionne très bien aussi avec nous-mêmes. Ça fait pas de vous quelqu'un de schizophrène ou avec un trouble de la personnalité multiple. On a tous différentes facettes. On a tous différentes personnalités. Des fois, on réagit comme un enfant, des fois, on réagit comme quelqu'un d'extrêmement sérieux, des fois moins sérieux, des fois comme quelqu'un d'énervé, comme quel. Voilà, on a tous différentes facettes. Et c'est communiquer avec ces différentes facettes qui crée le lien, et pas la séparation, et qui donne de la clarté. Et donc, ouais, il n'y a pas de bonne manière de communiquer. C'est juste commencer à communiquer. Et puis écrire, verbaliser, faire les choses, c'est ça qui donne de la clarté. Et c'est ça qui fera de vous un meilleur communicant. Une fois que vous êtes OK avec ce que vous désirez, c'est beaucoup plus simple de le dire aux autres. Mais tant que c'est pas verbalisé, tant que c'est pas écrit, que vous le savez pas, vous l'avez pas conscientisé, c'est impossible de le dire aux autres. J'aime beaucoup ta méthode, on va dire d'auto-questionnement en quelque sorte, qui fait un peu écho, je trouve, aux 5 pourquoi de la qualité, tout Ouais, simplement. c'est. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de remonter à la cause première. Hmm. Chose que l'on fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attaque constamment aux symptômes et jamais à la racine du problème. Et tu as entièrement raison en disant constamment, ok, je suis mal. Pourquoi je suis mal? Parce que X. Ok, pourquoi X me rend mal? Parce que ceci, parce que ceci, parce que cela. On va à la cause première. Et si on soigne la cause première, tout ira mieux. C'est comme le cancer. Alors, où je pars avec ça? Très bonne question. Non, c'est simple. Souvent, les gens, ok, j'ai un cancer, je fais une ablation de X trucs. Ouais. Mais si après le cancer, tu as le même mode de vie qu'avant, qui a Ouais. conduit au cancer, si tu manges mal, si tu fumes, tu fais pas de sport, le cancer reviendra. Parce que là, ce que tu as fait, c'est que tu as masqué un symptôme. Les tumeurs, désolé, mais c'est un symptôme, c'est pas un problème. C'est la manifestation du fait qu'il y a un comportement qui va pas. Dans ton Hmm. environnement également, potentiellement c'est génétique ou autre, mais on peut apporter des corrections. Et tant que les corrections ne seront pas apportées à la base, à la racine du problème, le problème pourra se représenter par la suite. Hmm. Et dans le couple, c'est pareil. Si constamment on soigne la surface, si on ne va jamais au fond par un dialogue, par un échange, par une communication, le problème reviendra systématiquement. Pour le business, c'est pareil, pour tout. Littéralement pour tout. Il faut faire preuve de courage. Oui. Ça demande du courage de dire sa vérité, de Mm. partager sa vérité. Parce qu'on sait que des fois, elle sera pas forcément entendue. Et c'est OK. Parce que souvent, elle n'est pas entendue sur le moment, mais la personne l'a intégrée. Une fois que c'est dit, ça peut créer de la tension de dire non, moi je ne veux pas aller chez ma belle-mère ce week-end. Un truc très con. Mm. C'est pas mon cas, j'adore aller chez ma belle-mère. Il y a la piscine en plus. Mais tu vois, tu peux très bien dire ce dont tu as envie et ce dont tu n'as pas envie. Et ça peut engendrer une réaction un peu brutale,
par rapport à l'autre personne, mais c'est pas grave. Les discussions qui sont les plus difficiles à avoir sont les plus importantes. Hmm. Et on peut trouver des solutions quand on en parle. Complètement. Typiquement, il y a des amis qu'on n'aime pas voir avec Aurélie, ou on aime les voir séparément. Elle apprécie la fille du couple, moi j'apprécie le mec. Et ben on les voit séparément. Des fois ça arrive. Maintenant ils sont plus ensemble, ils sont séparés, mais dès lors que le mec vient sur Chalon pour venir nous voir, Aurélie, elle a constamment du boulot, elle se fixe du boulot pour ne pas le voir. Et moi je suis ok, je vais le voir tranquillement au restaurant avec lui, je passe du temps avec lui, ça me va. Mais je n'impose pas ça à Aurélie. Ah, bien Sauf sûr. que si jamais on n'est pas échangé à la base de cette notion de j'aime pas être avec eux quand ils sont en couple, et ben forcément on l'aurait subi elle comme moi. Hmm. Alors que là, il y a des solutions qui peuvent émerger d'un dialogue. Typiquement, on va bientôt chez des amis également. Aurélie, ça la saoule parce qu'il y aura beaucoup de monde, elle préfère les petits comités, je la rejoins à 100%. Elle m'a dit, ok, moi j'y vais, mais à 16h je pars. Je fais, ok, tu pars à 16h, moi je resterai plus tard. Mais voilà, en fait, on fait un pas l'un vers l'autre pour que chacun d'entre nous vraiment ait un bénéfice à faire l'action en question. Et si on veut pas, on n'y va pas, on se le dit constamment, tu veux pas aller dans ma famille aujourd'hui? Tu n'y vas pas, je prends les 2 enfants, j'y vais. Je peux comprendre, c'est normal. Et inversement. Mais s'il n'y a pas de dialogue à la base, ça marche pas. Parce qu'on ne Hmm. fait que subir des choses qu'on n'aime pas. Et quand on subit, à nouveau, on va l'accumuler. Ça va créer vraiment une cocotte minute. Et un jour, ça va exploser. Et là, ça va être dramatique. Parce qu'on n'aura Hmm. pas désamorcé, on n'aura pas relâché la pression en amont. Ouais. C'est là où tu balances toutes les horreurs Ouais. qui sont totalement La, amplifiées justement la liste des par choses tous que les tu machins. gardes depuis des années, etc. Souviens-toi, en 2014, t'as fait ça. Et là, quand ça se passe, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Et bah, 51 minutes. Je pense qu'on touche au bout du sujet. À moins que tu aies des choses, toi, à rajouter, Quentin. Non, mais enfin franchement, je pense que c'est un des épisodes que j'ai préféré Il était cool, ouais, j'ai beaucoup aimé aussi. parce que effectivement, c'est un sujet dont on parle pas assez en tout cas, et et pourtant il est central. Hmm. Et maintenant, de façon plus pragmatique, je te propose pour le prochain épisode de parler de testostérone, justement. On en a parlé. De Ok. comment booster sa testo, parce qu'à nouveau, elle est en chute libre quand on est en couple. Bah, quand on est en couple, quand on a un enfant, pardon. Hmm. Parce qu'à nouveau, comme tu l'as très bien expliqué, un manque de sport, manque de sommeil, plus de tension, donc plus de cortisol, manque également d'exposition au soleil, manque de relations sexuelles. Bref. En fait, il y a tout ce qu'il faut pour que la testo baisse. Et forcément, s'il y a moins de testo, déjà, on est moins un conquérant. C'est con, mais c'est la vérité. On est Hmm. en moins bonne santé également. Les femmes en ont également besoin d'ailleurs. Et surtout, en fait, le couple en pâtit. Donc, je propose qu'on parle un peu Complètement. de optimisation de la testostérone. Ça peut être sympa, je pense. Ouais, puis je sais que tu t'y connais bien plus que moi sur le sujet. Moi, je m'y étais renseigné l'année dernière parce que tu vois, je sentais que j'étais pas du tout dans la même énergie qu'avant, Mhm. les dernières années. Et j'avais commencé à me renseigner l'année dernière sur la testostérone, justement, on dit comment l'augmenter. Et bah, c'est tout ce que tu viens de dire. Mais je suis sûr que je vais apprendre plein de trucs. Et tu vois, c'est un truc qui, quand j'ai commencé à le prendre en considération, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est qu'on en a besoin. Nous, en tant qu'hommes, on a une plus grosse concentration en testostérone que les femmes, mais les femmes en ont aussi besoin. Mais c'est un énorme driver. Et en plus, sauf erreur, j'ai pas encore toutes les stats en tête précisément, mais je crois qu'un adulte de 25 ans a 50% de testo en moins que la même personne au même âge il y a 50 ans en arrière. Hmm. J'avais vu ces stats, ouais. Parce que Qu'aujourd'hui, le taux de perturbateur testostérone chez les hommes, il endocrinien, est en parce chute que libre. manque de sport, manque de temps en extérieur, etc. Donc il y a un vrai sujet, et en fait, aujourd'hui, c'est terrible à dire, mais de plus en plus d'hommes sont stériles. Hmm. Et de plus en plus de femmes sont stériles également. Ouais. Et potentiellement, d'ici une centaine d'années, ça va être très compliqué pour se reproduire. Ouais. Parce qu'on est complètement coupé de notre physiologie. Et on a des comportements qui nous tuent au quotidien. Hmm. Mais nous, on remédie à ça avec Papa Preneur. C'est ça. On met notre pierre à l'édifice. Autant que faire se peut, on le fait. Yes. Merci pour ce court épisode d'un quart d'heure, Quentin, comme Ouais. toujours. Comme d'habitude, un quart d'heure, pas plus. Et à la semaine prochaine. À la Tout semaine prochaine. simplement. Allez, ciao. Ciao.